Vous êtes les uns les autres signataires d'une charte d'alliance. Cette charte d'alliance fixe 4 objectifs. Qui est capable de me citer un des 4 objectifs de la charte? Nicolas Barène, non, toi tu joues pas. Vous êtes tous signataires. Bon, vous signez pas des choses que vous ne lisez pas. Donc vous l'avez aussi. Ah bon, ouais, c'est vrai quand c'est écrit en tout petit. Ouais, moi aussi. Bon, mais là c'était écrit en gros quand même. Bon, mais je vous avoue que moi aussi des fois j'ai du mal à me souvenir de ces 4 objectifs. Parce qu'en fait, on les a écrits dans un élan foisonnant. Il fallait arriver à caractériser ce qu'on avait envie de faire. En fait, c'était une promesse. Et quand on définit une promesse, on n'a pas toujours les mots, on a une visée, mais c'est pas toujours bien qualifié. Donc, ces 4 objectifs, ils disent des choses, mais il faut encore pouvoir se les approprier. Et on en est là, les uns les autres. On en est là. On a des objectifs partagés, mais on ne les maîtrise pas bien. Et on a besoin du coup de trouver les modalités opérationnelles. Jean-François Caron, tu parlerais des poignées pour s'en saisir. Comment on s'en saisit et comment on les met en application, à la fois dans les chantiers, dans les communautés apprenantes qui y contribuent nécessairement, mais aussi par rapport à toutes les démarches d'accompagnement et de programmes que nous mettons en place. Premier objectif, constituer ensemble une communauté apprenante de manière à enrichir en permanence le patrimoine commun. Notion de communauté et notion d'open source. Deuxième objectif, mettre ce patrimoine au service des territoires en transition. Bel élan, bel enjeu, comment on met au service? Et qui sont les territoires en transition? À quel stade de la transition ils en sont? Et du coup, est-ce qu'on met au service de ces territoires ce patrimoine qu'il faut encore avoir caractérisé de la même manière ou de manière différenciée? Troisième objectif, au sud, là, de ma boussole, proposer ensemble des changements de modèle économique, de gouvernance, du droit, des relations entre les sociétés, bref, de ce qui nous structure, de ce qui nous compose, de ce qui nous enchâsse aussi parfois. On peut parler des règles comptables, des règles juridiques. Et comment on fait émerger ces propositions de changement de modèle? On est là sur une notion un peu de plaidoyer. On a vu que des chantiers s'intéressaient à ces questions de plaidoyer, faire des propositions en commun. Bon. Et le dernier objectif, favoriser le déploiement par tout moyen holistique d'une ingénierie, de la conduite du changement systémique à l'échelle des territoires. Et là, généralement, on dit, oui, mais alors c'est quelle échelle les territoires? Bon. Ok, 4 objectifs, mastoc. Ce qu'on a compris en cheminant depuis 3 ans maintenant avec vous, c'est qu'en fait, ces objectifs, ils sont nos étoiles, c'est notre boussole. C'est ce avec quoi on se dirige et ce vers quoi chacun des chantiers, chacun des projets contribue. Alors peut-être pas aux 4 en même temps, mais souvent, ça coche quand même toutes ces cases-là. Pour ceux qui étaient là l'année dernière, à l'Assemblée 2021, on avait essayé de faire un atelier participatif où chacun racontait les projets qu'il mettait au service d'un de ses objectifs. Et en fait, ça ne marchait pas, parce qu'ils sont systémiques par définition. On fait à la fois du plaidoyer, de changement de modèle, en même temps qu'on invoque une forme d'ingénierie, en même temps, vous voyez, ça tient ensemble. Donc on a réfléchi, on a regardé comment on pouvait décliner ces objectifs en programme opérationnel. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Vous me suivez jusque-là? Alors, on en a 3. Parce que ça tient bien, c'est un triptyque, c'est stable, c'est le tabouret. Premier programme opérationnel, on l'a appelé « Faire vivre l'Alliance ». Faire vivre l'Alliance, c'est en gros
développer des espaces dans lesquels je vais soit animer, soit entrer en discussion, en interaction avec d'autres alliés. C'est par exemple les chantiers, c'est par exemple les communautés apprenantes. C'est par exemple des propositions qu'on a reçues récemment par mail, de dire moi je veux bien proposer un cycle de co-développement entre alliés. Voilà. On a des propositions qui émergent comme ça. Ce premier programme opérationnel, c'est faire vivre l'Alliance. Est-ce qu'on a un exemple, Anne-Louise, qui n'est plus à la console, mais qui ramène de l'eau? Est-ce qu'on peut avoir un exemple sur le premier programme opérationnel? Je les décline un à un. Non, mais au PowerPoint, s'il te plaît. Voilà. Nous, de notre côté, association de promotion, comment on fait? On n'a pas le monopole de faire vivre l'Alliance. Mais en tant qu'association de promotion, on en a une certaine responsabilité. Donc, on vous organise une assemblée une fois par an. C'est perfectible, on est encore en train d'ajuster le format, mais c'est une façon de faire vivre l'Alliance, pour nous, association. Nous, on ne porte pas de chantier. C'est vous, en tant qu'alliés, qui les portez. Par contre, on vient mettre de l'huile dans les rouages de l'animation de ces chantiers. C'est comme ça que les 8 chantiers qui ont été présentés sont financés un petit peu pour leur animation et faire en sorte que l'allié qui mouille le maillot pour s'engager, pour animer, pour organiser les réunions, pour organiser les temps de travail, pour rédiger ce qui se passe, ne le fasse pas bénévolement. J'ai rien contre le bénévolat, mais il y a un enjeu de professionnalisation aussi de cette ingénierie de la conduite de changement. Et ça passe du coup par ces animations. On porte aussi ce qu'on appelle les journées d'initiation à la conduite de changement. Alors Maxime, c'était pas prévu, mais en 2 mots, parce qu'on le construit ensemble, ce processus, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une journée d'initiation à la conduite de changement et quand est-ce qu'a lieu la prochaine et qui peut s'inscrire, qui peut participer? C'est un dispositif de journée de formation aux territoires volontaires qui veulent se former à ça. Les territoires doivent composer des délégations de 4 catégories d'acteurs: élus, agents des services techniques, services déconcentrés de l'État et acteurs locaux, opérationnels. Et une fois cette équipe constituée, ils peuvent participer à une journée qui s'organise en visio, qui dure du coup de 9h à 17h et qui permet à ces délégations d'être formées aux fondamentaux de la conduite du changement systémique qui seront présentés, je pense, cet après-midi, et en même temps d'être réunis en groupe de pairs pour discuter de leurs difficultés, essayer de les surmonter et essayer de voir comment avancer ensemble sur leur territoire avec leurs problématiques pour la transition écologique et sociale. Voilà. Et donc ces journées sont organisées par une alliance, enfin par l'alliance d'acteurs avec l'association de promotion de la Fabrique des Transitions, la Traverse avec moi et l'UNADEL. Donc ça permet de faire vivre effectivement cette alliance de cette façon. Et donc effectivement, on est sur un dispositif initié, engagé par l'association de promotion. Noël Lenanquer rappelait hier, pour ceux qui étaient là, et je le redis pour vous aujourd'hui, qu'on est dans cette notion de 50-50, c'est-à-dire que nous, tous les fonds qu'on va chercher en tant qu'association de promotion, eh bien, il y en a une partie pour impliquer des alliés dans les programmes opérationnels qu'on mène. Donc effectivement, c'est pas comment dire, c'est un peu pour te répondre, Claire, nous, c'est ce qu'on propose, c'est là ce qu'on engage, mais on n'a pas le monopole de l'animation de l'Alliance. Et donc, ça ne peut pas se réduire à l'action de l'association de promotion de la Fabrique des Transitions, quand bien même elle porte cette attention à impliquer des alliés. L'intérêt d'impliquer des alliés, c'est que derrière, ces alliés peuvent répliquer, peut-être aussi monter en compétence sur certains dossiers, nous faire monter, nous, en compétence sur cela, et ouvrir des perspectives sur des formes d'accompagnement, t'en parlais Claire, qui peuvent prendre la suite. Voilà. Des questions? Des réactions? C'est pas si clair que ça, quand même. Si? Ok. Bon, vous me direz. On peut revenir à la boussole, voilà. Donc vous voyez bien que sur un exemple comme par exemple les journées d'initiation, on est vraiment à mi-chemin sur les 4 points cardinaux. On est à la fois sur, on constitue une communauté apprenante avec les alliés qui co-construisent avec les territoires qui participent. On met un patrimoine au service de ces territoires.
on propose des formes de changement de modèle, parce qu'on amène des choses, on a une forme plaidoyer, et c'est une forme de déploiement de cette ingénierie systémique. Voilà. Donc, on est bien dans la boussole à chaque fois, mais avec une poignée opérationnelle. Et cet après-midi, dans l'atelier qu'on va vous demander de nourrir, il faudra nous dire comment, sur ces différents programmes opérationnels, je vais présenter les 2 suivants, vous vous positionnez, qu'est-ce que vous proposez, avec quoi vous avez envie que la fabrique des transitions s'engage et se développe. Du coup, le 2e programme opérationnel, c'est celui de l'accompagnement des territoires dans une logique d'alliance. Autrement dit, en cohorte. On ne fait pas d'accompagnement, nous, associations de promotion, bilatérale, individualisée, sauf exception à vocation de recherche et développement. On fait des accompagnements avec une cohorte, une équipe de territoires. Et chacun des territoires doit venir, c'est toujours le même principe, comme le disait Maxime pour les journées d'initiation, avec les 4 fantastiques. Un représentant des élus, un représentant des agents, un représentant des acteurs socio-économiques, associations, entreprises, acteurs économiques du territoire, et le dernier représentant, l'État. Merci, vous suivez. Des représentants de l'État, sachant que l'État, c'est aussi souvent une question, mais c'est qui l'État? Bon. Un exemple sur ces programmes d'accompagnement en cohorte, bien celui qu'on vient de conclure, on en faisait la journée d'évaluation hier, ce programme d'accompagnement de 10 territoires pilotes cofinancés par l'ADEME et la Fondation Crédit Coopératif, qui ont permis de développer à la fois un apport de contenu, donc la constitution d'un patrimoine commun, à la fois de mettre en place des diagnostics sur le terrain, donc d'être déjà dans des formes d'accompagnement, de faire de l'accompagnement territorialisé. Bon, je ne reviens pas sur le détail de ce qu'est un parcours d'accompagnement en cohorte, mais on pourra en rediscuter. Et donc, ça a émergé tout à l'heure dans la table ronde avec les référents chantiers, c'est comment maintenant, ces accompagnements en cohorte, on est de plus en plus nombreux à pouvoir les porter. Nous, on a testé des choses, on n'est sans doute pas les seuls, mais on a bien testé, bien expérimenté. On a une petite compréhension de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. On a même des propositions d'amélioration, du coup, si on devait reproduire des cohortes de ce type. Voilà. Et pour vous donner un exemple, si ça lui convient, je propose à Benoît Nénert, qui a rejoint récemment l'association de promotion de la fabrique des transitions, de nous parler rapidement de ce qu'on lance avec les territoires de montagne, les 10 pilotes et les 62 territoires élargis. Merci Julien pour cette surprise. Alors rapidement, donc on lance un parcours d'accompagnement dédié aux territoires de montagne. Ce parcours d'accompagnement se fait dans le cadre du plan Avenir Montagne qui a été lancé pour soutenir les territoires de montagne face aux difficultés croissantes et particulièrement au volet ingénierie de ce plan. Donc on travaille avec la NCT qui a été très intéressée par l'expérience de la fabrique, de ses alliés, du parcours qu'on a vu hier, de manière à ce qu'on puisse les aider à soutenir ces territoires, notamment au travers du rôle essentiel des élus. Ils se sont posé la question, quel est le rôle de l'élu finalement? L'élu, il a porté un dossier pour bénéficier de fonds pour l'aider à porter son projet de transition. Comment aider cet élu à animer son écosystème d'acteurs pour faire de cette transition une réalité? Et donc on a construit un parcours, on est en train de le construire. On s'est beaucoup inspiré évidemment du parcours ADEME. Et voilà, donc concrètement c'est une soixantaine de territoires de montagne au total, parmi lesquels on va s'appuyer sur une dizaine de territoires pionniers avec une logique d'enrichissement permanent, d'aller-retour entre un tronc commun pour l'ensemble des territoires et puis tout le travail qui va être fait en accompagnement spécifique sur cette dizaine de territoires, en incluant
et c'est ça qui est aussi intéressant et original, l'ensemble de l'écosystème montagne, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font autour de la montagne ces derniers temps. Ce sont des territoires pionniers par rapport aux thématiques de changement climatique, de redirection, de transition. Et donc on se situe dans la suite des États généraux pour la transition du tourisme en montagne, qui a mobilisé tout l'écosystème, les sociopros, les syndicats, les associations d'élus, l'État, les régions. Et voilà, c'est toute la force de ce programme, c'est de s'appuyer sur cette dynamique. Merci Benoît. Et donc, si vous avez une expertise en matière d'accompagnement de territoires de montagne, eh bien c'est pareil, nous on va être intéressés de comprendre avec quels alliés, exactement comme on l'a fait pour le parcours ADEME, on peut co-construire, amener du contenu, intervenir sur le terrain, etc. Donc il y a déjà des alliés repérés, parce que voilà, Benoît en a parlé un peu, il y a des acteurs bien identifiés sur ces questions de transition en montagne, avec lesquels on est en lien. Alors ils ne sont pas forcément là aujourd'hui, mais bon. Et il y a du coup des places, des dispositifs sur lesquels vous pouvez venir contribuer. Alors, encore une fois, c'est de la co-construction, les frontières ne sont pas toujours bien établies, il y a des formes de bénévolat pour engager le bébé, et puis après, quand c'est opérationnel, quand c'est mûr, voilà, les alliés qui interviennent sur le terrain, qui font le tronc commun, eux sont rétribués dans le cadre de nos tarifs voilà, qu'on fait aussi évoluer. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail de tout ça, mais on avance et on essaye du coup de structurer cette forme d'ingénierie de la conduite de changement systémique et d'être fidèle à nos principes, coproduction, co-construction. Donc, on n'a pas le monopole des accompagnements en cohorte, on a des éléments de méthode qui peuvent être inspirants et outillants, et ce qu'on concluait hier du parcours ADEME, c'est que maintenant, il fallait territorialiser davantage ce type d'accompagnement cohorte. C'est là où ça va avoir encore plus d'impact. Prendre des pilotes au plan national, les faire travailler ensemble, c'est très bien, ça permet de tester des choses, mais là où ça va vraiment structurer des communautés de travail, c'est sur le terrain. Et on n'a rien inventé. Le CERD le fait à sa manière, le Collège des transitions sociétales à Nantes le fait aussi. Vous êtes les uns les autres parfois engagés déjà sur ces démarches-là. Donc là, il y a un enjeu sur ce programme opérationnel numéro 2 des accompagnements en cohorte à se muscler, à se renforcer et à arriver à le faire du coup dans cette logique d'alliance, quoi. Comment on coordonne collectivement ces dynamiques d'accompagnement qui vont avoir lieu en parallèle, en même temps, etc. Voilà les questions que ça soulève. Pour moi, est-ce que vous, ça soulève d'autres questions ? Oui, sur ces parcours en cohorte, ça me fait penser à peut-être un sujet à creuser sur la politique de la ville. Alors je sais que toujours dans le cadre des PTCE, il y a la NCT qui travaille à ça, et ça peut être une bonne entrée pour impliquer les services de l'État. Et en tout cas, nous, ils sont intéressés chez nous de creuser comment on coopère, comment on n'est pas juste un guichet pour certains acteurs de la politique de la ville pour venir combler finalement des financements de droit commun, et comment ça peut être un vrai levier de coopération et de transition. Juste pour dire que cette proposition, elle est sur l'établi, la proposition... Il y a eu des contacts entre la NCT, la Fabrique, nous, une ADEL, on est en lien avec l'IRDSU, le réseau des professionnels, l'IREV, qui est le centre de ressources sur le Nord, a un petit dispositif de labo au territoire, et on essaie de mettre au travail en ce moment un dispositif de cohorte de territoire de politique de la ville, sachant qu'en plus, ils réfléchissent à la prochaine contractualisation. Le prochain contrat de ville, c'est fin 2023, donc c'est maintenant qu'il faut essayer que ce sujet prenne plus de place dans la politique de la ville. Donc, on partagera l'établi là au besoin. Ouais. On a du coup un leader identifié avec une ADEL IRDSU qui a besoin du coup d'avancer. Tout n'est pas réglé, c'est-à-dire que les contacts avec la NCT ne sont pas complètement structurés. Ils sont établis, mais il n'y a pas de réponse complète, on n'a pas de visibilité. Donc, très bien, là il y a quelque chose sur lequel on peut aider, étayer comme au rugby, aider l'UNADEL à faire la percée. Moi j'ai une question sur est-ce qu'il va y avoir une deuxième saison 1 en fait au niveau national? Ça veut dire que ou est-ce que ça va être qu'une première fois et après on fait autre chose une autre première fois? En fait je voulais savoir s'il y a une deuxième saison 1 d'envisager et la deuxième chose c'est j'avais un questionnement sur je viens de me rendre compte en fait que le mot cohorte pour toi et pour vous, ou en tout cas pour la PFDT, c'est cohorte de territoire.
Je viens de me rendre compte de ça aux cohortes à travers des délégations. Alors que nous, en tant qu'accompagnateurs des territoires aussi, on se place dans une cohorte d'accompagnateurs. Et donc, il y a un truc là qui est... Et la troisième chose que je vois, c'est qu'il y a cette question des territoires qui ne veulent pas aller en cohorte et qui voient tout ce qui se fait, qui voient l'expérience que l'association de la fabrique de transition et que la fabrique de transition dégage, et qui demandent un accompagnement. On va y arriver. Et comment on les oriente vers les accompagnateurs. C'est le P3, on va y arriver. 3e programme opérationnel. Super. Mais voilà, mais... Je laisse Jean-François répondre sur la question. Il y a encore 1 ou 2 prises de parole ici. Puis je vous propose qu'on avance après Claire, qui a levé la main aussi. Alors, c'est très intéressant parce que pour bien arriver à coopérer, il faut déjà être au clair sur le sens des mots. Et je me rends compte que des fois, on peut utiliser des mots holistiques, par exemple, c'était dit là tout à l'heure. Bon, voilà, je ne suis pas sûr que 100% des gens mesurent bien ce qu'il y a derrière le mot holistique, mais je m'aperçois que même sur cohorte, et tu as parfaitement raison, on peut en avoir des images différentes, des représentations différentes. Pourquoi on va en cohorte? C'est parce que le cœur de notre métier de communauté apprenante, du coup derrière, de travail entre pairs, est extrêmement précieux. Alors, un certain nombre d'entre vous étaient là hier, et les formulations, c'est... moi, je suis maire, par exemple, vous le savez, les maires parlent aux maires, quoi. Voilà. Il y a des choses que les maires ne vont pas dire à quelqu'un d'autre qu'un autre maire. Parce que tu comprends, les adjoints, ils ne comprennent pas tout, ils n'ont pas tout entre les mains, donc voilà, tandis que nous, on est obligé d'être le garant du tout. Alors, je parle du maire de base, hein, c'est pas moi qui suis comme ça, mais bon. De la même manière que les DGS vont parler aux DGS, et ainsi de suite. Bon, alors typiquement, voilà, le entre pairs ne peut relever que d'une approche collective en cohorte. Et donc, cette intuition que nous avions de ne pas être pris dans des logiques d'accompagnement individualisé, alors qu'il y a plein de consultants qui le font et qui n'auront pas ces approches entre pairs, ces approches en communauté apprenante, ces approches en déstabilisation par des rencontres où on se déplace dans les territoires des uns des autres, qui font partie des méthodes pour se déplacer dans sa tête. Là, on rentre dans toutes les techniques sur le changement des postures, etc., etc. Eh bien, tout ça, c'est ce qu'on essaye de caractériser. C'est pour ça qu'on a fait cette cohorte ADEME. Bon, ça, je le reprécisais parce que je suis du coup pas sûr que tout le monde l'ait complètement en tête et que c'est important de dire pourquoi on prend cette porte d'entrée-là et qu'on va discuter cet après-midi dans le P2, puisque c'est extrêmement poétique. Bon. Et maintenant, pour répondre à ta question, Noël Le Nanker, notre nouveau président, nous discutions en plus hier soir et ce matin là, sur justement est-ce qu'il ne faut pas reprendre. Alors, saison 1, ça veut dire les 10 territoires pilotes, là, on fait tout un travail et il y a un enjeu pour saison 2, aller beaucoup plus loin dans l'opérationnalité de ces 10 territoires. C'est ce qui s'est dégagé hier, hein, en gros, et on va discuter avec l'ADEME là-dessus. Toi, tu poses la question de la saison 1, et un des enjeux de nos échanges, c'est est-ce qu'il ne faut pas reprendre une saison 1 ancrée dans les régions? Parce que là, on était sur une promotion où on a vu sur la carte qu'aller de Annecy, tiens, puisque Benjamin Marias est là, premier adjoint d'Annecy, aller d'Annecy à Lomme, qui est collé à la Belgique, c'est pas évident dans le entre-pairs. Donc, une de nos réflexions, et notamment parce que Région Centre est présente, parce que Jean Rotner, le président de la région Grand Est, veut également regarder comment travailler avec la fabrique des transitions sur tout le Grand Est, on a des demandes d'atterrissage plus précis. Donc peut-être que l'an prochain, il pourrait y avoir une saison 2 pour les 10 territoires et conforter leur passage à l'acte, et une saison 1 ancrée dans des territoires au plus proche de la proximité. Je rappelle qu'il a été cité un certain nombre de cohortes, Claire l'a évoqué, mais je rappelle par exemple que le Puy-de-Dôme a officiellement engagé dans les suites du travail expérimental qu'on mène avec eux, une fabrique départementale des territoires pour mettre des moyens au service du territoire départemental, et que donc c'est un exemple de déclinaison voilà, de la cohorte. Voilà, c'était des éléments d'information. Voyez-nous un peu comme on essaye de faire la percée du mieux qu'on peut, et puis ensuite de passer le relais. Voilà, moi je suis rugbyman, alors ça me parle, on joue collectif, et à un moment donné, il
Il y en a qui sont mieux placés que d'autres pour faire cette percée. Là, en l'occurrence, c'était l'association. Mais ce qu'on veut voir avec vous cet après-midi, c'est là où vous êtes les mieux placés pour faire la percée et arriver du coup à se compléter. J'avais une prise de réaction ici. Ouais, Erwan, vas-y. Il y avait là-bas aussi. Mais moi, j'ai 3 petits points. Le premier, c'est, d'une part, je pense en effet qu'il y a peut-être des problèmes de vocabulaire qui vont se poser. Je prends le terme de cohorte, par exemple. En sociologie, il veut dire quelque chose de très précis. Et là, je vois que vous l'utilisez pour complètement autre chose. Voilà, je dis ça parce que j'aurai mon 3e point, vous verrez. Donc, première chose, peut-être attention au problème de vocabulaire et faire en sorte qu'on les partage véritablement. Normalement, une cohorte, c'est des gens qui sont nés à peu près... on suit une cohorte de 5 ans, par exemple, tout au long de leur carrière d'électeur, par exemple. C'est une cohorte en sociologie. Là, on voit bien que c'est tout à fait différent. Mon 2e point, c'est dans ce que vous appelez une cohorte, vous mettez 4 éléments, élus, agents, etc., etc. Il me semble que, et la question de la montagne m'a fait réfléchir à ça. Sur la montagne, par exemple, moi j'ai animé un processus qui s'appelait Montagne 2040, prospective de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la principale région montagneuse de France et une des principales d'Europe. C'était en 2012 jusqu'en 2015. Il y a beaucoup de choses qui ont paru, qui ont donné plein de choses très intéressantes. Évidemment, un certain monsieur Wauquiez est arrivé à couper court à tout ça, a fait l'inverse exact. Mais il reste plein de choses de cette époque. Et je vais plus loin. Est-ce qu'on pourrait, dans cette alliance de 4 personnalités ou personnages, personae, disons, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter des chercheurs? Parce que tout simplement, à Grenoble, on a un laboratoire qui travaille sur ces questions tous les jours, et je connais les chercheurs, a priori, ils seront d'accord pour vous filer des coups de main et vous faire gagner quelques années, peut-être, de compréhension. Donc ça, c'est mon 2e point. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter le fait que des chercheurs intéressants pourraient venir aussi éclairer des choses en lien avec le terrain. Et en l'occurrence, ce sont des chercheurs qui font beaucoup de terrain. Et mon 3e point, c'est dans l'idée de la cohorte, du vocabulaire, des chercheurs. Moi, je suis sociologue, je travaille avec un laboratoire, je donne des cours dans une université, à Grenoble, etc. Et j'ai plein d'étudiants qui cherchent qu'une chose, c'est donner du sens à leur vie, de sociologues, de Sciences Po et compagnie. Et donc, voilà, je voulais savoir aussi comment on pouvait éventuellement imaginer que l'alliance que nous formons puisse aussi intégrer régulièrement le fait qu'on a une 40aine d'étudiants par an qui sont à disposition. C'est pas parce qu'ils sont gratuits, on peut les payer, on peut tout à fait, mais au moins on les entraîne dans un processus qui est un peu plus intelligent que les questionnaires habituels sur lesquels on les envoie habituellement. Et on voit bien comment ça peut reboucler avec ces accompagnements territoriaux, etc. Je ne réponds pas à tout, Erwan, maintenant, mais sur le principe, c'est bien entendu, le temps file, donc je voudrais plutôt laisser, il y a plusieurs prises de parole. Par contre, on en reparle plus précisément dès qu'on peut. Oui, Samuel Aubin du Collège des transitions sociétales. Donc pour dire que de notre point de vue du collège en Pays de la Loire, on est à 300% d'accord sur l'orientation que vous êtes en train de prendre, de territorialisation de l'accompagnement et de régionalisation de l'accompagnement. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. Je trouve ça très complémentaire par rapport aux premières générations qu'il faut sans doute poursuivre, qui est un dispositif d'initialisation, de lancement. Mais après, évidemment, les transformations que nous voulons porter sur les territoires doivent embarquer du multi-échelle. Et ça ne peut se construire probablement qu'à l'échelle d'une région, dans le temps, avec les acteurs du territoire. Donc, enfin voilà, c'est juste parfait. Et alors, comme disait Emmanuel, nous on est à fond sur nos régions, mais évidemment on est au service pour apporter notre petite expérience sur comment on monte des dispositifs d'alliance à cette échelle-là, qui vont tenir la route pendant un certain nombre d'années pour pouvoir vraiment construire ces coopérations et qui vont produire des effets. Mais c'est cool. Voilà. Je vais rebondir complètement sur cette approche régionale, pour la région Occitanie. Donc je travaille à l'Agence régionale énergie-climat. On est aussi, d'une certaine façon, à la croisée d'un certain nombre d'outils, de dispositifs au service des territoires. On anime un réseau des territoires en transition depuis 2 ans avec une gouvernance partagée ADEME-DREAL-Région. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on sait pourquoi ça fonctionne. Et j'avais échangé durant l'été avec la Fabrique des Transitions et effectivement, moi j'ai en tête sur 2023 de voir comment avec nos partenaires on arrive à mettre en place
une saison 1 de territoire en cohorte sur ce dispositif-là, sachant qu'on a déjà 2 territoires en région Occitanie qui ont fait partie de la première saison 1, mais comment on arrive à amener ces sujets-là. Donc ça, c'était un premier point. Voilà, donc je rejoins tout à fait la réflexion sur la territorialisation à l'échelle régionale et de trouver les bons outils pour structurer et donner les moyens aux territoires d'agir. En parallèle, on est aussi en région Occitanie, territoire de montagne et aussi territoire de littoral. Avec un certain nombre d'enjeux, et il me semblerait intéressant que l'on puisse réfléchir à faire le pendant du sujet montagne sur le littoral et à avoir des outils sur ces accompagnements spécifiques en zone littorale. Il se trouve qu'on va accueillir à la fin du mois de septembre l'Assemblée nationale des élus du littoral au Grau du Roi, au niveau du Gard, et sur le territoire de Terre de Camargue. Et que ça sera l'occasion aussi d'un certain nombre d'annonces et de dynamiques sur ce sujet-là. Merci. Oui, c'est une interrogation en fait que vous avez sans doute... vous m'entendez que vous avez eu sans doute déjà, mais évidemment je me demande comment c'est possible de faire transition sans les habitants, les consommateurs, les usagers. Et donc dans ce système de cohorte, alors je mesure toute la difficulté, parce que qu'est-ce que ça veut dire un habitant, un usager, un consommateur? Comment est-ce qu'on peut faire contribuer dans ces cohortes ce type de public? Mais comment est-ce que on peut parvenir à ce que cette dimension-là soit présente à un moment donné? Parce que sinon je ne vois pas très bien comment on peut y arriver. Et en même temps, voilà, il y a ce problème de représentation de ce public, quoi. Ok, comme pour Erwan, donc il y avait le lexique, il y avait les chercheurs et il y avait les stagiaires. On rajoutera les habitants et je ferai une réponse groupée à la sortie. Je propose de continuer le micro. Oui, moi je voulais rebondir un peu sur cette idée d'autres réseaux, enfin de faire alliance avec peut-être d'autres réseaux, d'autres acteurs et la territorialisation. Est-ce qu'il y a un rapprochement qui s'amorce avec les tiers-lieux? Enfin, aujourd'hui, il y a des réseaux qui se structurent en France de tiers-lieux et de collectifs qui sont assez en avance sur des questions de transition, sur des nouveaux modes de faire sur les territoires. Il y a une rencontre nationale des tiers-lieux du 15 au 17 octobre à Metz. Et je dis pas ça pour prêcher pour notre paroisse de tiers-lieux aussi, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer des rapprochements aussi dans la co-construction de programmes d'accompagnement, puisqu'ils y prennent part à leur manière aussi? Très bien, donc je rajoute les tiers-lieux à la liste. Alors peut-être pour rajouter, mais pas tout à fait, aussi un acteur qui monte et réagir à ce que vous disiez, monsieur, habitant, consommateur. Moi j'aurais presque dit citoyen, et vu la dimension territoriale, la question des citoyens dans les transitions, elle me paraît importante. Et puis en plus, vu les problématiques élus, services, acteurs économiques, ça ne peut pas se faire sans cette dimension citoyenneté. Et en termes de rapprochement, peut-être que l'une des pistes à faire, c'est d'aller vers des collectifs qui travaillent sur cette question de la citoyenneté. On pensait à l'Institut de la concertation, de la participation citoyenne, qui peuvent être, par exemple, c'est pas les seuls, hein, des acteurs qui vont apporter une expertise pour que cet aspect citoyenneté puisse aussi être pris en compte dans les transitions des territoires. La CNDP aussi, éventuellement, enfin, il y a plein d'acteurs possibles. Bonjour, donc moi c'est Damien Roussat, je pilote la fabrique locale Val d'Oise, donc transition 93-95, et sur le sujet des citoyens, il y a quand même une difficulté énorme, il faut se le dire. Nous, on est un groupe de citoyens, mais il y a une technicité sur le territoire. Dès qu'on monte dans les échelles, même un citoyen engagé, qui peut être un acteur associatif local, dès qu'on va rentrer dans la stratégie territoriale, les rouages de l'administration, le langage technique,
c'est difficile en tant que citoyen de jouer un rôle et de mener des actions, même organisées en collectif, même avec des gens qui, dans le collectif, sont des professionnels. C'est quand même compliqué. Voilà. Donc un sujet peut-être à traiter sur l'enjeu de la participation réelle des citoyens. Merci Julien. Bonjour, moi c'est Laure Bourrelis, je travaille pour la ville de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Je suis là avec Pascal Mecker qui est maire adjointe et mon collègue Maxime Le Guyadère. Et en fait, je voulais poser la question ou proposer le thème des territoires urbains, en fait, parce que et des métropoles et des villes qui font partie de territoires, qui font partie d'interco, qui font partie de métropoles. Et là, c'est un peu une question qu'on se pose nous à Bagneux, c'est comment on peut emmener notre ville en tant que territoire ou en tant que petit bout de territoire, et une ville très urbaine, dans cette dynamique. Voilà. Pour revenir juste 2 secondes sur cette question de l'implication citoyenne, qui est un sujet majeur, et qui est un sujet majeur pour nous en Pays de la Loire, là où nous en sommes, nous, aujourd'hui, dans notre réflexion, c'est l'intérêt, en fait, de faire rentrer dans notre alliance territoriale les grands réseaux associatifs non écolos. On avait au départ, dans notre collectif d'acteurs, un certain nombre d'associations, mais d'associations d'écolos, super, les copains, etc., mais en fait qui sont incapables d'aller au-delà des cercles homogènes que l'on connaît. Donc, par exemple, nous, on démarre ce travail-là, et on a fait rentrer Famille Rurale dans le programme. Donc, Famille Rurale rentre dans le programme en tant qu'association nationale, régionale et locale. Donc, et puis, on va faire rentrer les associations de foot, etc. Enfin, on va appuyer fortement là-dessus, pour aller chercher en fait, des acteurs qui ont une capacité à mobiliser véritablement la société civile dans sa diversité et qui ont des savoir-faire. Marie Romand, je fais partie du collectif Résidence qui est dans la région Centre. Je rebondis sur les histoires de citoyens et aussi parce que moi, ça faisait beaucoup d'informations ce matin et pour moi, un peu langue de bois quand même, un peu entre soi, et moi je suis auteur et artiste et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de langage de consultant et de trucs qui ne me parlent pas forcément. Donc pour moi c'est important qu'on puisse s'adresser aux citoyens et comme vous disiez que les citoyens puissent accéder à l'information facilement et que nous on soit pédagogue et qu'on ouvre la parole de manière facile. Et ça m'a fait du bien ce matin quand Alizé a pris la parole parce qu'il y avait un côté rafraîchissant, concret, sur le terrain. On parlait de l'assiette et des protéines dans l'assiette, et je me suis dit, waouh, là ça me parle, quoi. Voilà. Merci. Chacun entend et écoute de là où il est, et à travers son propre prisme. C'est la question des récits et des représentations. Du coup, on voit qu'il y a plein de choses perfectibles. Bon, premier élément de réponse, on voit qu'en fait, ces questions, vous vous les posez à vous-même en tant qu'assemblée de l'Alliance. C'est-à-dire que nous, association de promotion, on veut bien faire paratonnerre et on adore ça. Mais à un moment donné, c'est l'énergie collective qu'on va déployer pour répondre à ces questions qui va nous faire avancer. Donc, on entend, on écoute, on structure du mieux qu'on peut. Il y a plein de zones à améliorer, mais les questions de comment on va chercher tel ou tel territoire, comment on structure telle ou telle démarche vis-à-vis de telle ou telle catégorie d'acteurs, nous, on n'a pas les recettes clés en main. Bon, cela dit, sur la question des tiers-lieux, France Tiers-Lieux est signataire de la charte de la Fabrique des Transitions. Force est de constater que jusqu'à maintenant, c'est un signataire plutôt passif. Comment on va les chercher ? Comment on va les chercher avec celles et ceux qui peuvent faire la percée beaucoup mieux que l'association de promotion de la Fabrique des Transitions ? Comment on implique les citoyens ? À travers nous, les dispositifs qu'on porte, et on voit qu'il y a des réponses éclairantes en Pays de la Loire qui s'inventent. Nous, on appuie plutôt les cadres fantastiques qui comprennent les acteurs socio-économiques. Et dans les acteurs socio-économiques, on a des représentants associatifs. Par exemple, bon, c'est des citoyens, eux aussi. Alors, ce n'est pas tous les citoyens, mais on a cette attention. Elle n'est pas suffisante. Mais on appuie du coup derrière aussi les élus et les agents, quand ils sont, eux, à la manœuvre de leur dynamique territoriale, d'être dans cette approche inclusive et participative. On a fait toute une journée de formation sur l'implication des citoyens. Bon, c'est un exemple. Sur la question des stagiaires, évidemment, nous, autant qu'association de promotion,
on n'est pas une grosse équipe, et pour vous dire, nos bureaux sont déjà complets. Maintenant, on prend un stagiaire comme ça régulièrement. Par contre, les pilotes, les territoires qui ont passé un cap avec nous, qui sont prêts du coup à déclencher des choses, qui auraient besoin de débroussailler encore davantage, bah, nous, on fait les passe-plats. Vimy, transition alimentaire, des stagiaires sur la sociologie, la conduite du changement, sur les questions alimentaires, il y a un lien direct. Donc on peut faciliter ça. Mais ce qui sera encore plus facile, c'est que vous le fassiez directement. On n'est pas la voie de transmission obligatoire, on n'est pas une boîte aux lettres de passage. Par contre, tenez-nous informés, informez-nous, dites-nous comment vous faites vivre cette alliance. Parce qu'on a à cœur, nous, de montrer aux financeurs, aux partenaires, que cette alliance, elle vit, elle bouge, et qu'on en est les humbles représentants quand on s'adresse à eux, mais uniquement les humbles représentants. L'alliance, c'est vous. Sur la question des chercheurs, on connecte, mais sans doute pas assez, donc il y a des choses à faire. Et la question de la place de la recherche académique en lien avec nos enjeux de conduite du changement, elle est vraiment encore à structurer. Voilà, un petit exemple sur les questions de mise en récit et de narratif. On commence à structurer une thèse avec Nicolas Barène sur cette question-là, en philosophie politique, par exemple. Bon, il va me gronder si je dis philosophie politique, donc voilà, j'ai rien dit, mais il vous expliquera mieux que moi. Bon, donc il faut qu'on connecte davantage. Et enfin, la question des mots, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse un lexique, quoi. Comment on appelle les choses, qu'est-ce qu'on met derrière, quelque chose qui puisse nous donner des grilles de représentation partagées. Mais bon, ça suffira sans doute pas. Merci. Je vous propose de passer au dernier temps de présentation des programmes opérationnels. Xavier, je te récupère. Tu posais la question, comment on fait quand il y a des demandes d'accompagnement bilatérales? Les gens ne veulent pas tous être en cohorte. Et bien justement, c'est ce qu'on appelle le P3 dans notre jargon, le 3e programme opérationnel. Donc encore une fois, qui répond à l'ensemble des objectifs de la charte, qui vient après les questions d'animation de l'Alliance, après les questions d'accompagnement en cohorte, qui vient du coup appuyer ce qu'on appelle, nous, mais peut-être c'est perfectible là aussi comme titre, des accompagnements plus ponctuels. Et des accompagnements plus ponctuels dans le temps, dans le format, vis-à-vis de territoires, mais aussi vis-à-vis d'alliés. On a parlé depuis ce matin de montée en compétences croisées, de contacts, etc. Donc nous, certains d'entre vous font appel à l'association de promotion de la Fabrique des Transitions pour être appuyés, accompagnés. Bon, donc on fait ce type d'accompagnement, mais c'est vraiment ponctuel et on n'a pas vocation à le faire. On le fait simplement dans un souci de montée en compétences collectives. Et si ça sert nos objectifs d'alliance. Pour l'illustrer, Kamel, parce que c'est récent, je te propose de dire un petit mot de là où tu es, de l'intention que tu as et qui illustre ce type d'accompagnement. Merci Julien d'improviser un petit échange. Oui, nous on est un PTCE, donc je pense, comme je l'ai dit hier, beaucoup de convergence dans la conduite de changement, dans l'ingénierie de projets collaboratifs à faire avec le réseau des pôles territoriaux de coopération économique. Nous on se structure. Un exemple, on a créé un comité de coopération, une charte de coopération qui définit des ambitions sur notre territoire en Grand Bergeracois. On a déjà les 5-6 fantastiques qui sont mobilisés. Et c'est vrai qu'on a une difficulté, c'est comment on embarque mieux l'échelon intercommunal. Je prends l'exemple de Jean-François hier qui disait il faut créer du désir. Donc on est déjà un tiers acteur facilitateur sur notre territoire, mais on a ce besoin-là d'avoir un autre tiers acteur extérieur qui va nous permettre d'être sur du pair à pair. On aurait peut-être aimé être territoire pilote. Et donc on a une demande, on est allé chercher du financement pour mettre en récit notre dynamique, pour embarquer tous les acteurs de notre territoire. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur la fabrique, sur les alliés, en mettant aussi en avant l'Alliance et tous les autres alliés. D'où nous l'idée de faire un événement en décembre, où peut-être d'autres alliés pourraient venir parler à nos acteurs locaux. Donc ça reste un accompagnement, mais aussi une mobilisation du reste des alliés. On voit à cet endroit-là que nous, association de promotion, on essaye du mieux qu'on peut de jouer cette logique d'alliance. On intervient directement auprès de Kamel en apport de connaissances, en appui, mais on fait aussi toute l'intermédiation pour aller chercher des compétences qui sont au sein de l'Assemblée des alliés et au service du projet de Kamel.
Donc cette intermédiation, on l'a fait, mais nous, on aura gagné quand cette intermédiation, presque, on n'aura même plus besoin de la faire. Et il y a déjà des choses qui se passent entre vous, d'accompagnement croisé, d'appui mutualisé. Et donc c'est ça, cet après-midi, dans l'atelier de l'après-midi, qu'on a envie de muscler sur le 3e programme. Où sont vos projets, où sont vos compétences, vos besoins par rapport à ce type d'accompagnement plus ponctuel. Quelques exemples pour les citer de ces accompagnements ponctuels qu'on porte. Donc, on appuie la Rurener, un peu comme la fabrique du Bergeracois, Copaction, sur une montée en compétences. Et ensuite, Rurener, il est autonome pour faire le diagnostic du Puy-de-Dôme, par exemple. Vous voyez, c'est dans cette logique-là qu'on le fait. On a des accompagnements expérimentaux, justement, le Puy-de-Dôme, on en a parlé, mais aussi la ville de Lyon, sur lesquels on est dans une recherche et développement pour trouver les conditions de cette, pardon du jargon, ingénierie de la conduite de changement. Voilà, j'ai dit un gros mot, je suis désolé. Bon, je les cite pas tous, mais voilà, nous, association, on n'a pas vocation à faire des accompagnements bilatéraux. On le fait uniquement si ça sert notre boussole et si ça permet une montée en compétences et un développement de l'Alliance. Cet après-midi, il y aura une 4e table d'atelier. Une 4e table qui n'est pas définie. Donc vous avez programme opérationnel numéro 1 sur l'animation de l'Alliance, 2e opérationnel sur l'accompagnement en cohorte, 3e opérationnel sur l'accompagnement plus ponctuel de territoire ou d'alliés, et une 4e table autre. Parce que vous avez peut-être des projets qui ne s'articulent pas avec ces 3 manières de créer des poignées. Bon, eh bien, on sera intéressé de savoir pourquoi et vous pourrez les qualifier. Du coup, on en a terminé pour la présentation des initiatives au service de l'Alliance portées par l'association de promotion. Le buffet est en train d'être installé. Et donc, on voudrait maintenant juste vous lancer sur les 5 dernières minutes sur vous, de là où vous êtes, quelles expériences et quelles coopérations vous avez vu naître dans l'année qui s'est écoulée au service de la fabrique des transitions, c'est-à-dire au service de nos programmes, de nos objectifs partagés. On en a entendu un peu ce matin à travers les initiatives de chantiers et de communautés apprenantes, mais je fais le pari que chacune et chacun d'entre vous qui êtes ici et avez été en lien avec la fabrique des transitions d'une manière ou d'une autre, ça a porté des fruits. Je m'appelle Anne, je travaille au CLER, le réseau pour la transition énergétique, et je suis depuis peu membre de l'association de promotion de la fabrique des transitions. Et je suis en plein dans le sujet dont je vais vous parler, c'est que grâce aux échanges que j'ai avec Julien et avec tous les membres de l'asso de promotion, j'ai pu co-construire une table ronde aux prochaines rencontres nationales TEPOS avec Julien et avec la participation de notamment certains territoires qui ont été suivis par la fabrique. Et donc ça, pour moi, c'est un projet très concret et très porteur, puisque ce sera des interventions pertinentes devant 15 000 personnes fin septembre sur les sujets qui nous concernent. On peut rappeler les dates des rencontres TEPOS, du coup ? Du 28 au 30 septembre à Signy-l'Abbaye dans les Ardennes, et les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain minuit. Je voulais faire un témoignage parce que je suis intervenu en tant qu'allié pour participer à la co-construction du parcours, donc en tout cas de certains éléments du parcours. Donc moi, Xavier Delposen de Coévolution, donc j'accompagne les territoires avec ma société. Je suis indépendant et donc en fait suite à l'appel des alliés pour participer au développement ou à la co-construction du parcours, voilà, j'ai pu participer à tout le processus de diagnostic et ensuite le mettre en application, en tout cas l'expérimenter sur certains territoires du parcours pilote. Donc ça, on a fait ça avec d'autres alliés, hein. On était il y avait Patrick, il y avait Claire ici. Qui est-ce qui était là dans le... Vous pouvez lever la main, non ? Il y avait qui ? Patrick, avec qui aussi au niveau des diags, je ne sais plus. Ensuite, j'ai participé aussi au niveau de l'animation des groupes de pairs. Et puis, même vous aviez fait un appel pour faire l'évaluation. Et je crois que j'ai été le seul à répondre. Mais bon, j'ai bien profité. Ce que je veux dire par là, c'est que donc il y a une dynamique en fait d'échange où moi j'apporte mes expertises et je profite des expertises de la fabrique. Après, je peux l'utiliser aussi sur les territoires que j'accompagne.
Et puis il y a d'autres choses évidemment qui sont nées autour de tout ça, avec les liens qui se créent entre tous les gens qui participent. Et donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Il y a une partie bénévolat et une partie rétribuée. Voilà. Donc quand tu disais hier, tu disais 200 000 euros le coût, je pense qu'il faudrait augmenter un petit peu, parce que si tu comptes un petit peu le bénévolat et puis les tarifs auxquels on a été rémunéré. J'étais sur la subvention ADEME. Oui, sur la subvention ADEME. Mais en tout cas, il y a une question autour de ça. Mais voilà, en tout cas, que du bon et merci pour tout ça et bravo. Benoît Thévard, coopérative Artefact et groupe Résidence aussi. C'était pour partager, alors outre le fait qu'au sein de la coopérative d'activité et d'emploi, on est une quinzaine de professionnels à travailler pour voir comment on utilise la mise en récit pour accompagner les territoires. Donc il y a vraiment une dynamique interne et qui est très chouette. Et par ailleurs, juste vous parler d'un projet particulier, un projet européen dans le cadre du programme Erasmus+, pour lequel en fait on est en lien avec l'Italie, l'Espagne et le Portugal, pour voir comment on peut essayer de décliner la méthodologie de mise en récit dans les quartiers prioritaires. Donc on travaille notamment dans le quartier du Sanitas à Tours, avec le centre social, avec la ville de Tours, etc., pour voir comment à la fois on arrive à caractériser les enjeux spécifiques dans les quartiers populaires et après voir comment on peut justement décliner la méthodologie de mise en récit. Donc on est en train de travailler, c'est jusqu'à fin 2023, pour essayer de sortir une forme de guide méthodologique spécifiquement adapté aux enjeux de ces quartiers-là. Donc voilà, on a fait venir Julien et pour pouvoir justement présenter tout ça. Donc on a travaillé sur les documents en anglais pour pouvoir adapter ça aussi au public des autres pays européens. Et donc voilà. Et oui, c'est ça. Il y avait effectivement l'école polytechnique de Porto qui participe à ces travaux-là. Donc voilà, ça fait partie de ces choses qui sont de l'ordre du partage et de l'expansion des travaux. Merci Benoît. Du coup, on va arrêter là. C'était quelques exemples. On va passer au déjeuner, si c'est OK au niveau de l'équipe. Simplement, je voudrais terminer sur cette question de l'évaluation que ça pose. Comment rendre compte d'une dynamique d'alliance ? C'est-à-dire comment rendre compte des effets utiles générés par l'alliance. Et souvent, c'est des effets utiles indirects. Comment on peut être collectivement responsable de la manière de caractériser, qualifier ces effets utiles de l'alliance. Nous, de là où on est en tant qu'association, on n'a pas une vue exhaustive. Et pourtant, on doit rendre des comptes à nos partenaires financiers et à vous pour dire que finalement, la Fabrique des Transitions ne se résume pas aux activités de l'association de promotion de la Fabrique des Transitions. On n'y arrivera pas sans vous. Merci de votre attention, bon appétit, profitez du déjeuner et on se retrouve à 14h précises pour le démarrage des ateliers. Donc rendez-vous ici à -5 avec toute l'énergie nécessaire pour cette production d'une feuille de route partagée en 2023.